Bonjour Pierre. Bon, Pierre étant présent, tant pis pour l'affichage. Je suis content effectivement de t'accueillir une fois de plus à nos rencontres. Et tu vas nous parler cette fois-ci de la copossession du monde. Alors, vous avez deux ouvrages qui ont été commis par Pierre, il y en a d'autres certainement, mais les deux derniers ouvrages sont ici présents si vous voulez éventuellement prolonger votre réflexion sur son exposé. À toi, Pierre. Merci beaucoup, Dominique. Je suis ravi de revenir intervenir dans le cadre d'Espace Mars. Alors, je, donc en gros, hein, mon travail porte sur la question sur la question de la propriété sous un angle philosophique. Euh, Ce qui m'a conduit à m'intéresser à la propriété, ça n'a pas été d'abord l'approche marxiste, bien que je m'en pense proche à bien des égards, c'est-à-dire au fond la question de la contestation de la propriété privée des moyens de production, même si en effet c'est important dans ma réflexion. Ce qui m'est d'abord apparu comme un problème, c'était des contradictions internes à la tradition libérale. Notamment, quelque chose qui m'avait interpellé, c'est la façon dont était rédigé l'article 544 du Code civil, qui porte sur la propriété et qui affirme à la fois le caractère absolu du droit de propriété dans sa première partie et dans sa seconde partie qui affirme qu'il s'agit d'un droit qui doit être compatible avec les lois et les règlements. Donc, qui affirme en même temps son caractère relatif, d'une certaine façon. Je me suis dit qu'il y avait là un problème qui travaillait notre représentation et qui exprimait bien les tensions propres à nos représentations de la propriété. Comment, au fond, un droit absolu peut-il être en même temps relatif? Existe-t-il quelque chose comme des droits absolus en matière de propriété en particulier? Être propriétaire, est-ce que c'est avoir un droit de se séparer, n'avoir aucun compte à rendre quant à l'usage que l'on fait de ce qui nous appartient? Alors, tout ça, au fond, plonge ses racines dans une question plus générale qui a été ouverte par un auteur américain dans la deuxième moitié du XXe siècle qui s'appelle Macpherson, qu'il a appelé l'individualisme possessif, que lui repère au XVIIe siècle, en Angleterre en particulier, où il montre la façon dont, en particulier, les théories du contrat social se sont appuyées sur une sorte d'anthropologie de conception de l'homme à l'état de nature, où les êtres humains seraient propriétaires d'eux-mêmes, n'auraient aucun compte à rendre aux autres, de sorte que toute forme d'autorité devrait découler du consentement qu'ils y donnent. Alors il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, mais on voit bien aussi qu'il y a une hypothèse anthropologique forte, c'est-à-dire l'idée qu'on aurait initialement des individus, des Robinson, hein, pour reprendre Marx. Et donc, cela nous donnerait le droit de disposer absolument de nous-mêmes, de ce qui nous appartient. C'est le cas chez Locke, très clairement, dont j'avais déjà parlé la dernière fois, sans avoir de compte à rendre à quiconque. Euh, et ce droit, c'est marqué et traduit, en fait, hein, si vous voulez, concrètement, dans ce mouvement qu'on a appelé le mouvement des enclosures au XVIIe siècle en Angleterre, au XVIIIe siècle plutôt en France, la mise en clôture des champs, qui était justifiée à la fois pour des raisons agronomiques, parce qu'on montrait dans les traités d'agronomie que c'était plus efficace, au fond, pour notamment garder les bêtes, préserver les laines, etc., des moutons. C'est en Angleterre où il y a des clôtures, les laines de moutons sont beaucoup plus de meilleure qualité qu'en France où les moutons peuvent vaquer un peu partout, donc mettez les clôtures. Il y avait aussi des justifications économiques, notamment chez les physiocrates qui ont beaucoup travaillé à défendre le droit de propriété et la façon dont ils s'inscrivaient dans le paysage à travers les clôtures. Et puis des arguments de droit. On n'est pas le propre exclut le commun. C'est Potier qui écrit ça, un juriste assez important en 1771, dans des formulations en fait qui ont grandement inspiré les rédacteurs du Code civil. Euh, et donc à ce moment-là, au fond, se dessine quelque chose comme une représentation des droits de propriété dans une version excessivement individualiste.
Et c'est à ce moment-là que ça se fait, parce qu'il y a un texte intéressant d'un historien des idées qui s'appelle Ralph Blaufarb, qui porte justement, qui est paru assez récemment, qui porte sur l'invention de la conception contemporaine de la propriété au moment révolutionnaire français. Et c'est pas de l'historiographie marxiste. Son point de départ, c'est pas de se dire que c'est une révolution bourgeoise. Il constate, dans les faits, que les formulations absolutistes du droit de propriété se formulent à ce moment-là, pendant le moment révolutionnaire, avec une clarté et une netteté qu'il n'avait jamais eu auparavant, qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Mais donc, en effet, ça peut donner de l'eau au moulin de l'historiographie marxiste, hein, qui, au fond, tend à considérer que la révolution qui a triomphé, ça a été la révolution bourgeoise. Alors, au contraire de ce que j'avais fait dans la part commune, où je m'intéressais plutôt à l'aspect juridique de la démonstration, c'est-à-dire ce que j'appelais l'idéologie propriétaire, dans ce dernier livre, La copossession du monde, je m'intéresse plutôt à l'aspect économique, alors vu sous un angle philosophique, hein, donc avec un certain degré d'éloignement et d'abstraction, qui peut m'être reproché, et cette tradition, enfin cette ligne de pensée sur laquelle là je vais m'attarder pour cet exposé, ne défend pas l'idée selon laquelle le droit de propriété serait une sorte de droit naturel juste en soi et incontestable, mais plutôt l'idée que le droit de propriété se justifie par ses effets positifs. Donc, on pourrait appeler une approche conséquentialiste. On justifie un droit, non pas parce qu'il est intrinsèquement juste, comme le font plutôt ceux qui ont une approche déontologique, mais parce qu'il est un instrument utile pour les fins que l'on poursuit, pour les objectifs, pour atteindre les objectifs qu'on poursuit. Et notamment, parmi ces objectifs, il y a l'idée évidemment d'un ordre social mutuellement avantageux, dont bien des théoriciens montrent qu'il serait impossible sans l'introduction et la définition des droits de propriété. Sans les droits de propriété, ce serait le désordre. Donc c'est cette espèce de refrain qu'on pourrait appeler la tragédie des communs, pour reprendre le titre d'un célèbre article de Garrett Hardin de 1968. Si tout ce qui est commun est nécessairement conduit à sa perte, qu'il soit mal exploité, surexploité, etc. Je vais revenir dans le détail. Alors donc, pour éviter la tragédie des communs, bon, l'introduction des droits de propriété apparaît comme une hypothèse intéressante et voilà, plusieurs arguments. Et puis, je prétends pas du tout en faire le catalogue exhaustif. Et c'est ça ce que j'appelle l'ordre propriétaire ou l'ordre par la propriété. C'est pas l'idéologie propriétaire, mais plutôt l'ordre propriétaire, qui au fond s'articule avec ce qu'on appelle l'ordre du marché. Puisqu'en effet, pour qu'il y ait un marché, c'est-à-dire des possibilités d'échange libre, il faut que préalablement des droits de propriété soient définis, et surtout que les droits de propriété soient définis et contiennent les libertés économiques, c'est-à-dire le droit d'échanger, de disposer de ce qui nous appartient, soit d'échanger cette chose, soit de l'exploiter économiquement. Donc je reviens sur cette tradition de pensée qui justifie la croyance selon laquelle il n'y aurait pas d'ordre mutuellement avantageux sans propriété. Et au fond, on doit la formulation de cette idée, la formulation très claire de cette idée, à un auteur environnementaliste, au fond, qui est démographe, qui s'appelle Garrett Hardin, qui a publié dans Science un article en 1968 qui s'intitule La tragédie des communs. Je vais y revenir juste après. Je vérifie si j'ai prévu. Non, il faut que je détaille ici. Alors, il n'y a pas que ça, en fait, dans l'article d'Hardin, sûrement on le résume à ça, mais en fait, ses considérations générales dans l'article sont des considérations malthusiennes. Il dit lui-même qu'au fond, ce qui l'intéresse, c'est de parvenir à une gestion raisonnable des populations face à la question environnementale. Et il pense que ça ne va pas se faire tout seul, contrairement à la main invisible, à ce que suppose la main invisible d'Adam Smith. Alors évidemment, pour revenir dans le détail, montrer qu'en fait la main invisible est juste une partie très petite de la pensée d'Adam Smith. Enfin, c'est ce qu'on a retenu globalement
c'est ce qu'en ont retenu globalement les économistes, à part les historiens de l'économie qui disent bien que bon, Adam Smith, c'est pas que ça. Ils ont raison de le dire. Et c'est peut-être même pas ça. Mais c'est pas mon problème. Là, c'est la réception d'Adam Smith, c'est ce qu'on dit aujourd'hui qu'il a dit. Voilà. Et donc, Garrett Hardin dit non, c'est pas en fait, il n'y a pas d'harmonie spontanée des intérêts. On a besoin d'instruments législatifs pour discipliner au fond les individus. Et parmi ces instruments législatifs, il y a la propriété. Alors, comment la propriété peut-elle permettre de discipliner les agents quant à la façon dont ils se rapportent aux ressources? C'est assez facile. Je vais vous donner en fait l'exemple qui est celui de Garrett Hardin, qu'il reprend lui-même en fait à quelqu'un qui s'appelle Lloyd et qui a écrit 30 ans, enfin qui a fait des conférences 30 ans après Malthus en se référant au principe de population de Malthus. Et l'exemple est le suivant. Imaginez, je simplifie, hein, mais imaginez 10 bergers sur un champ commun, mais commun au sens de en libre accès. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ils vont faire le calcul suivant. Ces bergers, ils vont se dire, bon, si je rajoute une tête de bétail supplémentaire à mon troupeau, j'ai une utilité entière qui me revient. Et la perte, au fond, elle est partagée entre tous les usagers du champ commun. Donc, c'est une fraction de 1. Donc, le calcul est vite fait. Pour eux, ils gagnent 1, et l'utilité négative, c'est une fraction de 1. Donc, ils vont rajouter une tête de brebis toujours supplémentaire dans leur troupeau jusqu'à ce que le champ soit surpâturé. Alors, on pourrait dire, oui, anthropologiquement, ça ne fonctionne pas comme ça, les gens se mettraient d'accord, ils gèrent en commun, il n'y a pas de ressources en libre accès. C'est pas faux, mais c'est pas entièrement vrai non plus, au sens où on pourrait dire que dans l'usage que l'on fait de l'air, par exemple, en se disant, bon, si j'utilise mon véhicule thermique, moi j'ai une utilité entière pour moi, et puis en fait, la perte, elle est diluée entre les milliards d'usagers. Donc c'est un peu le calcul qu'on peut être amené à faire en permanence, et qui fait qu'en effet, on finit par détruire, comme dit Hardin, le nid qui abrite nos vies. Mais ce n'est pas le fin mot de la thèse d'Hardin. Alors après, il dit comment on fait? Alors, pour résoudre ce problème, on introduit la propriété. La propriété, ça induit le comportement, la conduite suivante chez les agents. Dès lors, le calcul leur calcul rationnel est profondément changé. C'est-à-dire que chaque tête de bétail qu'ils ajoutent, une utilité positive entière, ça correspond à une utilité négative entière, parce que c'est sur eux, sur leur lopin, sur leur parcelle, que va peser le surpâturage. Donc, ils ne vont pas du tout faire le même calcul, ça va les responsabiliser, et ils n'ajouteront pas plus de têtes de bétail que ce que leur pâturage est capable d'héberger. Alors, ou de faire pâturer. Alors, c'est intéressant, et encore une fois, je pense que c'est quand même quelque chose qui traverse, y compris nos sociétés, la croyance selon laquelle, par l'individualisation, notamment par des systèmes de droit de propriété, on rend les gens responsables et on évite qu'ils surexploitent. Typiquement, aujourd'hui, tous les chauffages collectifs sont en train de se transformer en chauffage individuel. Parce qu'on observe, ou on veut croire que quand on a des chauffages collectifs, les gens consomment un maximum en se disant que de toute façon, s'ils ne le font pas, les autres vont le faire, et en se disant que de toute façon, le coût ne porte pas que sur eux, mais sur l'ensemble des usagers. Par conséquent, ils ont moins d'incitation à s'auto-limiter, alors que quand ils ont un compteur individuel, oui. C'est un peu cette même logique, en fait, qui opère ici. Je ne dis pas qu'elle est vraie, et je pense qu'elle est très largement contestable. Ça dépend comment on gère, en effet, ce chauffage collectif, et comment on le pense. Et quel mode de sociabilité se crée autour de la gestion de ce chauffage. Mais en tout cas, c'est une hypothèse qui est centrale, et vous entendez tous des publicités, toutes et tous à la radio, on dit passez au chauffage individuel parce que c'est la meilleure manière de ne pas vous faire tondre par la collectivité, et c'est écolo parce que de cette façon-là, les ressources sont mieux gérées. Et alors, encore une fois, je simplifie, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans qui peut être ramené, en tout cas c'est la thèse d'un penseur environnementaliste qui s'appelle William Ophuls, O-P-H-U-L-S, la traduction OPH-ULS,
à la tradition, la philosophie politique contemporaine. Il dit en fait, la tragédie des communs, c'est ce qui, OPH, ouais, OPH, ULF, cette tragédie des communs est vraiment ce qui structure toute la philosophie politique occidentale moderne. Alors, bon, ça peut se discuter parce qu'au fond, quand on enseigne la philo politique, on dit souvent c'est plutôt la notion de liberté qui est centrale. Mais en fait, si on relie un peu certains auteurs à cette aune-là, c'est assez pertinent parce que quand on regarde par exemple les textes de Hobbes, il dit bien, Thomas Hobbes, hein, donc un philosophe anglais du XVIIe siècle qui écrit le Léviathan en 1751, pendant enfin, la révolution, la première révolution anglaise, une guerre civile, quoi. Hobbes dit que ce qui crée le désordre, c'est que la nature a tout donné à tous. Natura dedit omnia omnibus, et comme tout le monde peut prétendre avoir un droit sur les mêmes choses, ça conduit nécessairement au conflit. Et puis ça a des effets même sur les passions, sur les passions rivales, etc. Et en fait, donc, une des fonctions, c'est la 7e fonction du souverain, quand il est introduit, c'est de définir le mien et le tien, et d'éviter des empiètements des droits qui sont source de conflits. Et c'est ainsi que le souverain accomplit la fonction qui est la sienne, c'est mettre de l'ordre là où il y avait du désordre. Alors évidemment, pour Hobbes, le désordre, c'est un désordre. La tragédie, quand il n'y a pas les droits de propriété, c'est une tragédie sociale. C'est un désordre, des conflits entre personnes. Alors l'idée que l'absence de droits de propriété conduise à une sorte de tragédie pour les ressources, la surexploitation des ressources, ça vient plus tard, et notamment, en effet, chez Malthus, on a déjà cette idée. Et on la retrouve chez Garrett Hardin, c'est-à-dire que sans les droits de propriété, les ressources sont surexploitées, mal exploitées, et si on veut un usage raisonné et durable des ressources, bon, bah, il faut introduire des droits de propriété. Et alors, il y a des économistes qui se sont attachés à faire à cette démonstration, notamment Demsetz, D-E-M-S-E-T-Z, plus tard rejoint par Alchian, A-L-C-H-I-A-N. Ils ont écrit un article à deux, Demsetz qui a commencé en 1967, donc juste avant l'article d'Hardin, repris ensuite par James Buchanan, hein, prix Nobel, enfin prix de la Banque de Suède en 84, bien connu pour avoir travaillé sur l'école du public choice, et donc la critique des institutions publiques, la critique économique des institutions publiques. Chung aussi a travaillé là-dessus. Alors l'exemple de Demsetz, j'y reviens parce que c'est un exemple qui est assez proche pour justifier son truc. Il dit en fait, lui, il s'appuie soi-disant sur les écrits d'Eleanor Leacock, qui est une anthropologue, qui a travaillé justement sur les colonies et la chasse aux castors dans les colonies canadiennes au XVIIIe siècle. Et Eleanor Leacock parle du fait que en fait, les droits de propriété ont été progressivement introduits à partir du moment où le commerce des castors s'est développé. Auparavant, ils n'étaient pas utiles. Donc, l'idée, c'est bien, encore une fois, que les droits de propriété ne sont pas juste en soi, mais ils sont introduits du fait de leur utilité pour introduire de l'ordre là où il y aurait sinon du désordre et des formes inefficientes d'organisation des échanges. À partir du moment où la chasse aux castors se développe, chaque chasseur chasse plus de castors que ce dont il a besoin pour pouvoir en faire commerce. Les chasseurs, le nombre des chasseurs se multiplie sur un même territoire. Et à ce moment-là, la chasse a des externalités négatives. C'est-à-dire chaque unité de castor que je vais prendre pour moi, eh ben, ça va représenter une privation pour les autres, une perte pour les autres, un préjudice pour les autres, mais un préjudice que je ne paye pas. Et donc, pour faire en sorte d'éviter ça, cette défaillance du marché, on introduit des droits de propriété qui internalisent l'externalité. Parce qu'à partir du moment où je prends une unité de castor sur mon territoire de chasse, avec mes colonies de castors, etc., l'unité de castor que je retire, elle ne porte préjudice qu'à moi, elle ne porte pas préjudice aux autres. Alors, ça suppose évidemment une conception assez statique des colonies de castors, je ne sais pas exactement comment ça marche et s'ils se déplacent ou pas. Mais voilà, en tout cas, ce qu'en tire Demsetz, il dit en fait, bon, c'est très optimal. Donc, c'est une justification, parce que souvent, les économistes disent, bon, on a besoin de l'hypothèse selon laquelle les droits de propriété sont définis pour penser pour que les marchés soient possibles. Mais là, il y a des économistes qui se disent, mais non, alors il faudrait montrer comment économiquement
se justifie l'introduction des droits de propriété. Et donc, ils sont optimaux parce qu'ils permettent justement l'internalisation des externalités. Et c'est ce qui explique, mais quelque chose qui est souvent difficile à comprendre quand on voit de l'extérieur, c'est le fait qu'à partir des années 70, il y a toute une école de pensée qui se met en place qui s'appelle la New Resource Economics, notamment beaucoup d'articles d'un certain Anderson, qui défend la thèse selon laquelle que pour préserver les ressources naturelles, il convient d'introduire des droits de propriété et des marchés. Alors, c'est vrai que notre analyse, en général, assez spontanée, c'est sûr, mais c'est le marché qui détruit la nature. Là, au fond, il montre sur la base en fait, de ces intuitions que c'est la définition des droits de propriété et les marchés qui permettent la gestion la plus raisonnable et la plus durable de la nature. Et alors en France, cette New Resource Economics a eu ses adeptes, hein, notamment Max Falk, hein, qui continue de sévir, je mets des guillemets, en tout cas d'avoir une influence hein, à travers des réseaux d'influence, et qui défendent cette thèse-là. Euh, donc voilà, et alors ça a eu aussi des incidences sur le plan des institutions internationales, qui sont en train d'y revenir, hein, notamment le FMI, la Banque mondiale ont défendu la création de nouveaux marchés par la définition de droits de propriété dans des politiques de développement. Alors encore une fois, ils en reviennent un peu et ils sont. Enfin, j'ai lu rapidement certains rapports où ils commencent à introduire l'idée justement des communs au sens d'Elinor Ostrom, c'est-à-dire en fait des possibilités de gestion collective qui soient dans certains cas économiquement optimales. Et ils prennent en compte aussi l'existence des droits locaux et de la spécificité des droits locaux, ce qui n'était pas du tout le cas, ce qui a longtemps pas été du tout le cas. Euh, euh, donc, le droit de propriété, alors non seulement il permet d'éviter la tragédie des communs, mais il devient très rapidement justement un instrument pour une économie marchande dont on démontre qu'elle est mutuellement profitable et qu'elle est le seul cadre dans lequel l'efficience économique est possible et réalisable. Je parle un peu de Hayek, mais là, je ne vais pas revenir dans le détail. Ça. Hayek, en effet, il est très contesté par les économistes, d'autant que les thèses, notamment, qu'il a défendues avant la Seconde Guerre mondiale sur la stabilité monétaire, etc., ne sont pas du tout validées par l'essentiel des économistes. Mais il a une influence, et il continue d'avoir une influence, les idées néolibérales telles qu'il les formule, sur les décideurs publics. Il faut se souvenir que Thatcher avait brandi un livre de Hayek en disant c'est ce que nous croyons. Donc voilà, à partir du moment où des hommes politiques d'influence, voilà, et il y a eu alors la Société du Mont Pèlerin, dont il est un des fondateurs en 1948. Alors il ne faut pas non plus majorer son influence, mais son influence a été néanmoins réelle. Et donc, même si Hayek peut dire des choses qui semblent, pour les économies, des énormités, on ne peut pas nier que ces théories aient eu une incidence. Il a d'ailleurs reçu lui-même hein, le prix de la Banque de Suède. Et quand on lit droit, législation et liberté, on a quand même le sentiment de déjà-vu, quand on est attentif à ce qui se dit justement dans l'espace public sur les façons de gérer notamment la question sociale, etc. Quand on lit Hayek, on a le sentiment que la distance est finalement pas énorme. Donc c'est intéressant. Il me semble qu'il est intéressant à lire pour ça. Bon, on pourra rentrer dans le détail, mais j'essaie de pas trop déborder. Donc je suis désolé si c'est très allusif. J'en parle plus précisément dans le livre. Donc, en tout cas, voilà, c'est cette idée d'Hayek selon laquelle la définition des droits de propriété, notamment, et des contrats, permet de penser un ordre spontané qui allie l'ordre et la liberté. Ça, son grand problème. La liberté peut créer du désordre. Comment s'assurer que la garantie de la liberté participe à la production d'un ordre mutuellement bénéfique? Et en effet, on comprend pourquoi les marchés, ça fonctionne assez bien pour ça, qui suppose encore une fois la définition des droits de propriété.
Parce que, contrairement à l'intervention de l'État, quand j'échange avec quelqu'un, c'est parce que cet échange améliore ma position initiale et améliore celle de la personne avec qui j'échange, sinon elle n'échangerait pas non plus. Et par conséquent, les échanges bilatéraux, dans le cas des marchés, sont gagnants-gagnants. Et donc, de ce point de vue-là, efficience, que n'est pas l'intervention de l'État. Si je prends aux riches pour donner aux pauvres, il y a des gagnants d'un côté, mais des perdants de l'autre. Alors, si on veut justement cette espèce de société magnifique où chacun, en s'autodéterminant, participe à une société, à un ordre mutuellement satisfaisant, la définition des droits de propriété, la possibilité des contrats et donc des marchés apparaissent comme des solutions idéales. Alors, je vais suggérer faire quelques critiques de ça. Là aussi, ce sera très rapide et trop rapide et trop allusif. Je prie de m'en excuser. Alors, d'abord, justement, Hayek estime que le droit de propriété permet d'allier la liberté avec l'absence de conflit ou l'ordre, qu'il appelle aussi l'ordre spontané. Ce point est discutable parce qu'il y a une ambiguïté sur ce qu'on appelle ordre, notamment en matière du fait des conséquences très inégalitaires des phénomènes de marché, qui peuvent décevoir les attentes morales légitimes des individus. Alors Hayek le reconnaît, enfin le marché ne fonctionne pas au mérite, mais justement, le fait qu'il ne fonctionne pas au mérite, ça induit ce qu'on pourrait appeler des externalités morales ou un coût moral pour les individus qui doivent en subir les effets. Typiquement, j'ai travaillé toute ma vie dans une entreprise, j'ai bien travaillé, et je suis licencié du jour au lendemain. J'ai un sentiment légitime d'injustice qui favorise aussi peut-être un mouvement de révolte. Et par conséquent, là, on se dit, mais ce qui est ordre sur un certain plan, le plan économique, peut produire bien des désordres moraux que nous comprenons tous et qui justifient qu'on aille dans la rue, qu'on conteste un système, etc. Donc, ce qui est ordre d'un côté peut être tout à fait source de désordre sur le plan moral. Et c'est un point, et Hayek te dit, mais moi je comprends qu'ils ne soient pas contents, les gens, mais simplement, il faut qu'ils comprennent que le marché, même s'il détruit, il produit bien plus d'opportunités que pour les individus, que s'il n'y avait pas de marché. Le marché leur donne des signaux qui leur permettent d'adapter leur choix pour parvenir à réaliser leur choix de vie comme ils l'entendent. Il ne faut pas s'arrêter sur les destructions du marché, hein. Il faut voir plutôt la prolifération de créations et d'opportunités qu'il représente. En attendant, encore une fois, la façon dont les effets externes du marché produisent des déceptions morales légitimes et de façon indiscutable source de désordre. Par ailleurs, il y a un autre point qu'on pourrait éventuellement soulever, c'est le fait que on part du principe, quand on pense l'ordre économique, que les droits de propriété sont bien définis et qu'on peut les acquérir que par des contrats mutuellement consentis. Mutuellement consentis parce que perçus comme mutuellement profitables. Mais sauf qu'il y a bien des cas où les inégalités qui résultent de l'ordre propriétaire peuvent conduire les perdants à faire un calcul qui n'a rien à voir avec le respect des droits de propriété, mais plutôt à faire le calcul suivant, de se dire, mais moi j'ai plus à gagner à ne pas respecter les droits de propriété qu'à les respecter. Par conséquent, les inégalités qui résultent du marché peuvent conduire certains individus, pour des motifs rationnels au sens économique du terme, à contester les principes du marché lui-même, c'est-à-dire à contester la propriété, à voler plutôt qu'à se dire que je vais acquérir quelque chose en l'échangeant. Parce qu'en effet, encore une fois, quand on est le perdant de la société, le calcul est vite fait. On se dit qu'il suffit d'aller chercher chez le voisin, enfin, quand on a chez soi encore, ce dont on a besoin, plutôt que de passer par un système d'échange dont je suis exclu, est bien plus avantageux que de respecter les fondements de ce système d'échange. Mais ça, c'est une hypothèse que moi, je la vois rarement chez les économistes qui partent du principe que bon, il faut ça, que par conséquent, tout le monde doit le respecter,
et que c'est plus rationnel. Ben, non. En fait, je trouve que, que les perdants du marché s'obligent à continuer à respecter les droits de propriété, c'est-à-dire un ordre qu'ils auraient bien plus intérêt à ne pas respecter, c'est admirable, d'une certaine façon. Et c'est là-dessus qu'insistait Rousseau. Ben, c'est admirable, enfin, franchement, c'est une contrainte morale qui s'impose qu'on ne comprend pas nécessairement et que bien des économistes devraient ne pas comprendre, puisqu'on est tous dans des calculs d'intérêt, à chercher à maximiser le coût-bénéfice. Alors évidemment, il y a des sanctions qui font que la personne qui serait tentée de voler sent qu'elle n'a pas intérêt à voler. Néanmoins, s'il n'y avait pas ces sanctions, il est évident que le calcul pour un perdant serait très vite fait de se dire, mais moi, j'ai aucun intérêt à respecter les droits de propriété, puisqu'encore une fois, sans rien donner, je peux avoir ce dont j'ai besoin en volant. En fait, c'est exactement ce que décrit Rousseau dans la deuxième partie du second discours, du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Et c'est ce qui fait, enfin, c'est ce qui permet de comprendre ce qu'écrit Rousseau, c'est qu'en fait, il écrit contre les pairs du marché. Mandeville, il n'écrit pas contre Adam Smith, parce qu'Adam Smith, en effet, d'une part, il survit pas à ça, et d'autre part, il écrit un peu après Rousseau, mais Adam Smith avait lu Rousseau. Et il est fort à parier qu'un des objectifs d'Adam Smith, en 1756, il traduit des parties du second discours en anglais, Adam Smith. Il connaît, on sait qu'il connaît. Rousseau est une des figures intellectuelles les plus centrales de l'Europe de cette époque. Et donc, bon, on ne peut pas l'attaquer directement, mais si on peut montrer que ses idées ne sont pas sérieuses, c'est très bien. Donc, c'est en partie ce qu'il fait dans la richesse des nations, puisqu'il explique que la vertu n'est pas nécessaire, alors que chez Rousseau, elle est centrale, c'est-à-dire le fait de viser directement le bien commun n'est pas nécessaire, qu'on arrive bien mieux et plus efficacement au bien commun par notre intérêt particulier. Et alors, il le formule non seulement dans les parties rares, il y en a trois, si on prend à la fois la théorie des sentiments moraux et la richesse des nations, où il parle de main invisible. Mais en fait, il le dit explicitement dans les premiers chapitres sur la division du travail, dans la richesse des nations, Adam Smith, puisqu'il dit en fait, il ne faut pas attendre du boulanger ni du brasseur de bière, etc., de leur philanthropie qu'ils vous donnent des bons produits, mais ils le font dans des logiques d'intérêt. Et vous-même, vous les payez dans des logiques d'intérêt. Donc, l'idée de la main invisible, parce que moi je veux bien qu'on la discute, mais l'idée de la main invisible, néanmoins, elle structure depuis le départ la richesse des nations. Et c'est exactement ce que Rousseau récuse avant l'heure, mais il avait les moyens de le récuser parce qu'il y avait d'autres auteurs, notamment Mandeville, qui cite explicitement, qui disaient que, eh bien, au fond, on était beaucoup plus, comment dire, on agit beaucoup mieux pour le bien commun, c'est-à-dire de façon vertueuse, pour des motifs d'amour propre. Là, en l'occurrence, c'est plutôt l'estime publique, hein, chez Mandeville, l'estime publique, le désir de réussite, etc., quand on vise directement la vertu. Et c'est ce que Mandeville met en scène dans la fable des abeilles. Il dit, bon, alors imaginez que notre peuple, notre essaim bouillant, devienne tout à coup vertueux, et ben, ce serait la pauvreté assurée. Ce qui fait que tout le monde participe à l'enrichissement collectif, c'est parce que tout le monde veut s'enrichir, tout le monde est désireux d'estime publique, etc. Et si on transformait le peuple du jour au lendemain, parce qu'un grand moral, un faiseur de morale disait non, il ne faut pas ça, c'est parce que c'est complètement affreux d'une société qui fonctionne sur les vices. Il faudrait que nous convertissions à la vertu, c'est-à-dire au fait d'agir intentionnellement pour le bien commun. Mandeville décrit le devenir de cette ruche. Cette ruche s'approprierait, personne ne voudrait s'élever au-dessus des autres, personne n'aurait de motivation à s'enrichir et donc par là même à enrichir la société, à participer à des actions collectivement et publiquement admirables, et donc la société serait atone, en fait, et finalement, vivre en société serait préjudiciable à tous. Et donc, c'est exactement ce que Rousseau critique, quand il essaie de montrer le fait que si on laisse
le marché à lui-même, ça finit par avoir des effets d'inégalité tels que les pauvres, c'est-à-dire ceux qui ont perdu, il les appelle souvent des surnuméraires, parce que lui, il a plutôt un imaginaire agraire, on va dire, hein, c'est la propriété foncière. Et ben, une fois que tout le monde est propriétaire des champs, quid des derniers arrivants, du droit des derniers arrivants à disposer du nécessaire pour leur, pour leur subsistance. Et ben Rousseau nous dit, mais ces derniers arrivants, ils vont contester le système. Ils vont dire, mais moi, au nom de quoi souhaitez-vous que je respecte des droits de propriété qui fonctionnent tout à ma charge et tout à votre avantage? Ce n'est pas du tout un contrat équitable. D'où la révolte des pauvres contre les riches chez Rousseau et la nécessité d'un contrat. Alors ce contrat, évidemment, c'est un contrat fallacieux dans le second discours, d'où la nécessité de faire un contrat social plus tard. Mais, voilà. Et ça, c'est le point, un point important, c'est-à-dire que Rousseau insiste sur, à mon avis, cet argument qui est un argument central, qui n'est pas un argument, pour le coup, un argument moral du tout, il y a un argument, on va dire, de pure rationalité, si on entend par là une rationalité instrumentale. Les pauvres, dans un système de droit de propriété qu'on leur demande de respecter, alors que pour eux, il serait bien plus avantageux de ne pas le respecter, ont tout intérêt à se liguer contre le système, à le détruire, jusqu'à ce que les riches acceptent de faire un pas vers eux, sous la forme d'un contrat social. Par ailleurs, une autre critique, là aussi on pourra y revenir, mais en tout cas c'est comme ça que je lis, c'est une des manières de lire ce passage du second discours. Un autre argument contre la société de marché est le suivant. C'est comment dire, l'idée, si le marché est ce qui allie le mieux la liberté, donc par la définition des droits de propriété, ce qui allie le mieux la liberté avec un ordre mutuellement satisfaisant, ça signifie au fond que on doit pouvoir admettre la thèse selon laquelle la volonté des individus est mieux respectée par le marché que par la politique, par la démocratie au sens politique. Alors, je vais m'expliquer parce que il y a tout un ensemble de justifications, notamment qu'on trouve chez Ludwig von Mises, qui a été le prof d'Hayek, selon laquelle la démocratie politique, en fait, c'est très inefficient parce que ça a pour effet notamment de permettre aux majorités d'imposer leurs décisions aux minorités, donc des fonctionnements inefficients. Pour, évidemment, améliorer la position des majorités, ben, on détériore la position des minorités qui doivent les accepter. Donc, le marché, en fait, fonctionne bien mieux parce qu'il prend de façon contraignante, il est obligé d'enregistrer les choix individuels de tous. On ne peut pas dire, vous faites vos choix individuels et le marché est obligé de les enregistrer. Et par conséquent, les fonctionnements de marché sont plus démocratiques ou mieux démocratiques que la démocratie politique. C'est ce que Mises appelait la souveraineté du consommateur. Plus tard, c'est devenu la démocratie des consommateurs, avec l'idée selon laquelle, au fond, qui devient, l'acte d'achat, c'est comme un bulletin de vote. Alors, il y aurait plein de choses à dire là-dessus, et je suis désolé, je vais trop vite, mais cette thèse est construite sur un sophisme. C'est le sophisme selon lequel, si on admet ça, que, au fond, qui est responsable de l'ordre du marché? Ce sont les consommateurs, parce que c'est vraiment la thèse de Mises, hein, dans son livre de 1922 qui s'appelle Le socialisme, dans lequel il critique le socialisme. Il dit la chose suivante, il dit, mais en fait, les socialistes disent que la démocratie a triomphé sur le plan politique, on a coupé la tête des rois, c'est le peuple qui décide, mais elle s'arrête aux portes de l'entreprise. Parce que dans l'entreprise, c'est le propriétaire qui décide. Alors, il dit quelque chose de pertinent qui reste vrai aujourd'hui. Hein. Tous ceux qui travaillent sur la démocratisation des entreprises, c'est pour ces questions-là. C'est aussi pour essayer de minorer le pouvoir des propriétaires sous la forme des propriétaires des capitaux, des actionnaires. Et alors, il dit,
mais c'est une erreur. C'est une erreur totale d'analyse. Puisque si ce ne sont pas les propriétaires des entreprises ou des capitaux des entreprises qui orientent le marché, ce sont les consommateurs. Un exemple très simple. Si du jour au lendemain, vous avez un boulanger qui va s'installer 200 mètres à côté de votre boulanger habituel, et il se trouve qu'il fait des meilleures chocolatines, des meilleurs croissants ou je ne sais quoi, pour le même prix, voire moins cher, vous allez tous vous orienter vers ce nouveau boulanger. Vous ne pourrez pas reprocher à l'ancien boulanger de détruire l'emploi, parce qu'il ne va plus pouvoir, il va perdre ses clients, etc. Et donc, Mises nous dit, mais c'est le consommateur qui est cette espèce de despote lunatique. Ce n'est pas les propriétaires des moyens de production, de sorte que l'hypothèse socialiste selon laquelle, pour régler les problèmes sociaux, il faudrait mettre la propriété des entreprises, la transférer de la main des capitalistes dans la main des travailleurs par une révolution, exproprier les expropriateurs, n'est pas une bonne solution. Le souverain, c'est le consommateur, et donc si le consommateur veut changer l'ordre économique, il doit changer ses manières de consommer. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est faux, parce qu'il y a une vérité partielle là-dedans. Mais on voit bien quel est l'objectif dans le fait de défendre ce que défend Mises, parce que ça a cet effet-là, et je reviens à cette histoire de sophisme, d'admettre la thèse selon laquelle, quand j'achète une paire de baskets, j'achète tout le système de production qui a permis la production de cette paire de baskets. Alors, évidemment, ça n'est pas vrai pour plein de raisons. D'abord, pour des raisons qui tiennent au fait que quand je consomme avec des considérations prioritairement domestiques. C'est-à-dire que je vais chercher la paire de basket, évidemment la moins chère, ou celle qui est la plus à la mode, qui est la plus valorisée socialement, et c'est ça qui m'intéresse. Les questions des formes de production qui ont permis la présence de la basket dans les rayons sont très secondaires. Et je veux qu'au moment où je fais cet achat, ça n'engage pas la possibilité de faire d'autres achats dans le mois. Par conséquent, il est évident qu'en tant que consommateur, j'ai des considérations qui n'ont rien à voir avec les consommations que j'ai en tant que citoyen, parce qu'en tant que citoyen, je peux précisément vouloir que soient interdites certaines des conduites ou des effets indirects de mes conduites de consommateur. Par ailleurs, en tant que consommateur, je maximise, il y a une préférence pour le temps court. Or, en tant que citoyen, et ça bien connu, enfin, si je vous propose 10 euros là tout de suite, ou 100 euros dans 10 ans, vous allez prendre les 10 euros tout de suite, ça, c'est pas rationnel. Et donc, c'est ce qu'on fait aussi en tant que consommateur. Or, nos considérations en tant que citoyens sont souvent des considérations qui portent sur le temps long. Et donc, on fait pas le même genre on prend pas le même genre, on fait pas le même genre de délibération quand on délibère comme consommateur ou quand on délibère comme citoyen. Et puis par ailleurs, c'est des questions de connaissance, parce que Hayek disait très largement, l'État ne peut pas se substituer aux agents économiques parce que l'État ne peut pas tout savoir. C'est la grande thèse d'Hayek, une thèse épistémologique. Et en effet, il a raison. Mais on pourrait le renverser, dire, mais le consommateur, il sait des choses, en effet, que l'État ne sait pas. Par exemple, il connaît ses préférences, l'État ne les connaît pas. Donc, si l'État s'agissait de produire de façon, en effet, planifiée pour tout anticiper les besoins des consommateurs, on peut, en effet, peut-être dire que ça paraît hautement improbable. Mais évidemment que l'État, par son pouvoir d'enquête, connaît bien des choses que le consommateur ne connaît pas. Donc, on va pouvoir labelliser tout ce qu'on veut, le Nutri-Score, le score énergétique, etc. On ne donnera jamais au consommateur toutes les connaissances dont il a besoin pour consommer de façon responsable. Donc, évidemment qu'on ne peut pas se substituer à une régulation forte de l'État qui, par son pouvoir d'enquête, est capable de porter la voix, non pas des consommateurs que nous sommes tous, mais des citoyens que nous sommes tous aussi. Et c'est ça qui est un point important, c'est que nous vivons au quotidien comme des schizophrènes. Et ce qui nous permet de surmonter cette forme de schizophrénie, de contradiction interne en nous-mêmes, entre le citoyen et le consommateur, c'est le fait que nous pouvons certes être consommateurs d'un côté, mais que nous pouvons aussi par ailleurs être citoyens. Et dans les deux cas, le genre de délibération que l'on opère n'est pas le même. Et donc, en tout cas, on ne peut pas dire que parce que j'ai consommé comme j'ai consommé, j'ai accepté le système marchand tel qu'il est.
Typiquement, c'est pas parce que j'ai accepté de donner 100 euros pour aller voir un concert de Madonna parce que je trouve que ça les vaut et parce qu'on a été 50 000 autres personnes à considérer que ça les valait, c'est pas pour autant qu'on peut dire ah ben tu l'as donné sans contrainte, donc tu étais d'accord pour que Madonna devienne hyper riche. Parce que c'est l'agrégation, en fait, de ces choix. En fait, je peux à la fois accepter de mettre 100 euros pour aller voir Madonna et en même temps être contre un certain niveau d'inégalité. Et ça, c'est un point, à mon avis, il ne faut pas y renoncer, mais je ne suis pas en train de dire que je vois bien là où le bas. C'est la question des imaginaires, je suis d'accord. C'est la question des imaginaires, c'est aussi la question de savoir si on n'a pas quand même une partie de responsabilité en tant que consommateur. Je ne le nie pas. Mais je récuse cette espèce de sophisme qui consiste à dire, qui est celui de Mises, qui est celui d'Hayek, qui consiste à dire eh ben, mon acte de consommation suffit à la démocratie. Et donc, le fait d'avoir consommé de cette façon-là, c'est avoir voulu tout le système. Or, précisément, non. Et précisément, en tant que citoyen, en tant que consommateur, je suis dans un lieu archi-local du système. Et en tant que citoyen, je prends en considération le système en entier sur le temps long à partir d'un niveau de connaissances, de connaissances qui ne sont pas les mêmes que celles dont je bénéficie en tant que consommateur. Et ça, c'est un point auquel on ne doit jamais renoncer. Mais en fait, on a abandonné ça. C'est-à-dire que je ne parle pas de nous ici, mais je pense que je vous donne un exemple qui est révélateur. Il y a eu tout ce truc du cinéma La Clé, là, qui a fait beaucoup parler de lui, il y a un cinéma du 6e arrondissement à Paris, qui est un cinéma d'arrêt d'essai. Bon, il allait fermer. Alors, la mairie de Paris, qu'est-ce qu'elle a proposé? Elle a proposé la chose suivante. Elle a dit, ben, au fond, elle a admis que l'arbitre, in fine, de ce qui peut exister ou ne peut pas exister, c'est le marché. Et donc, elle dit, il faut trouver un modèle économique. Donc, on va vous faire acheter par une grande coopérative qui s'occupe justement de récupérer des entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire pour vous trouver un modèle économique et vous permettre de continuer d'exister. Mais en réalité, moi, je me dis, mais les subventions, ça existe. Et les subventions, ça se justifie. Parce que peut-être qu'en tant que citoyen, en tant que consommateur, je me dis, oh, ce soir, je suis fatigué, je ne vais pas aller voir un Buñuel ou je ne sais quoi. Je vais aller voir le dernier film hollywoodien. Et en tant que citoyen habitant du quartier, je peux me dire, mais j'aimerais néanmoins que cette possibilité pour moi ou pour mes enfants d'aller voir un film plus exigeant soit maintenue. Et donc, même si le marché dit que ça ne peut pas se maintenir parce qu'il n'y a pas de modèle économique, j'aimerais que la municipalité subventionne pour qu'on maintienne cette possibilité-là. Bon. Et en réalité, même les mairies de gauche ont abandonné cette idée-là. Moi, je trouve ça quand même autrement problématique. Voilà, les mairies, elles disent, bon, c'est l'économie sociale et solidaire. Vous allez trouver un modèle économique dans ce cadre-là. Il y a des grosses organisations, des grosses coopératives qui, en fait, sont assez largement capitalistes, hein, même si elles se glissent dans les habits de l'économie sociale et solidaire, qui se sont faites spécialistes de la récupération de ce genre de choses et qui les font marcher. Et donc, le politique a renoncé à son rôle qui est de dire, OK, moi, je ne suis pas là simplement pour acter ce que le système consumériste a produit, mais je porte aussi la voix des citoyens et je peux accepter l'idée selon laquelle je finance quelque chose qui n'est pas rentable sur le plan économique parce que les consommateurs l'ont pas voulu, mais les citoyens veulent que ça se maintienne néanmoins. Et ça peut valoir pour plein d'autres choses, hein, parce que si on gère l'école de façon capitaliste aussi, on peut dire oh, bah, le latin et le grec, on va faire disparaître, il n'y a plus personne, il n'y a plus d'usagers, enfin il n'y a plus de consommateurs. Quoi. Voilà. Et donc la question c'est, est-ce qu'on les finance quand même? Est-ce qu'en tant que citoyen, on veut que ça existe, que nos enfants puissent faire ça? Voilà. Et on a collectivement, on peut dire, abandonné. Ça coûte cher, hein, je suis d'accord, mais on a abandonné cette hypothèse selon laquelle, en fait, il pourrait y avoir une distinction entre ce qu'on veut en tant que citoyen et ce qu'on veut en tant que consommateur. Alors, je vais m'arrêter là parce que ça pourrait, en fait, j'avais prévu encore juste faire une partie, mais je sens que j'en ai déjà trop dit et comme je voulais en dire beaucoup de façon trop condensée, je pense qu'il y a déjà pas mal de choses à discuter, donc je m'arrête ici.
Voilà, je vous remercie de votre Merci attention. Pierre. Oui. Une question. Vas-y, Michel, écoute. Euh, c'était très intéressant, ça soulève des tas de problèmes, je me rappelle encore de vieux souvenirs, mais je vais retenir une expression malheureuse que tu as eue. Il y en a certainement. À un moment, tu as dit, en référence à Lyot, tu dis le commun au sens de libre accès. Oui. Ah, ça, c'est... Oui, mais je sais bien, mais j'aurais pu, j'avais prévu d'en parler dans ma troisième partie. Mais en effet, c'est tout l'enjeu de la critique d'Elinor Ostrom, d'Ardine notamment, parce qu'elle écrit très largement, elle produit ses recherches notamment contre cette idée-là qu'un bien commun serait nécessairement un bien en libre accès. Elle dit, au fond, il y a des biens qui peuvent être gouvernés en commun, et ces modèles sont des modèles de pêcherie, notamment au Canada, etc., où il n'y a pas de droit de propriété au sens d'une propriété absolue sur une ressource, mais c'est des droits de propriété, on pourrait dire distribués, avec des formes de gestion distribuée, où la collectivité qui dispose de la pêcherie a un droit collectif de gestion, et puis il y a des droits individuels qui sont distribués sur la base de cette gestion collective, qui sont notamment des droits d'accès, des droits de tirage, etc. Alors, en effet, là, on n'a pas du libre accès, c'est-à-dire qu'on ne dit pas aux gens, aux pêcheurs, vous pouvez pêcher comme vous voulez, sans limite. Il y a la définition de quotas. Alors, en France, ça passe par l'État, mais là, c'est en effet, c'est par des formes de pêcherie collective, où il y a bien des droits individuels, mais ces droits individuels sont gérés en commun d'une façon qui permette la durabilité des ressources halieutiques. Et donc, on a trois choses. C'est Coria qui dit ça, justement, Orsi, hein, inspiré par les travaux d'Ostrom. Pour qu'il y ait un commun, il faut en effet qu'il y ait une ressource commune, un common pool resources, une communauté qui la gère ensemble, et la définition de droits individuels. Ils appellent ça des droits de propriété. Moi, j'ai du mal à appeler ça des droits de propriété, parce que, en effet, personne n'est vraiment propriétaire de la ressource collective. Mais néanmoins, il y a des droits individuels. Donc, on peut considérer que c'est du mien et du tien. Mais chacun pêcheur a le droit de prendre la portion définie de la ressource partagée. Et donc, en effet, ça ne conduit pas à une surexploitation. Voilà, je peux développer. Attends. Oui, bah, je t'en prie. Non, c'est une question importante. Hein. Bah oui, c'est important. En vérité, j'ai pris conscience, moi, de l'existence d'une différence entre une possession commune et une ressource de libre d'accès à partir d'un travail effectué par Grotius sur le droit de la mer. Oui. Parce que, alors j'ai le souvenir très flou, il y avait eu une activité, un acte de piraterie en haute mer, un bateau anglais ou hollandais avait dû arraisonner un autre bateau, le piller, massacrer le... Et puis, bon, l'avocat était intervenir pour obtenir réparation, et puis Grotius avait dit, mais on est en haute mer, c'est libre d'accès, il n'y a aucun droit qui ne s'applique. En fait, on est prisonnier, quand on parle des communs, d'un préjugé dont l'origine, en fait, est, je dirais, biblique. C'est cette idée qu'on trouve, je crois, chez Locke, c'est que Dieu a créé la nature pour les hommes. Donc, il y a d'emblée l'idée que la Terre est une ressource commune à l'ensemble des humains. Alors, le problème, c'est qu'il y a des salauds qui se l'approprient privativement. Et lui, Locke, il dit, mais non, on va pouvoir raisonner correctement et accorder des droits de propriété. Et je crois que quand il parle de diviser la terre, il dit c'est ce qu'un homme peut travailler en un jour, je crois, hein, la somme la surface qui lui revient. Moi, il y a Locke, je pose le problème juste après, je te laisserai répondre. Mais il y a un problème qui me gêne parce que le raisonnement de Locke, il est très bien. Hein. Il part du droit que chacun possède sur son corps, et puis après, avec le travail, on s'approprie des objets extérieurs. C'est remarquable. Mais tout le problème, et on est confronté aujourd'hui à cette question, est-ce qu'on a un droit sur notre corps? Ce à quoi je voudrais faire référence, c'est aux travaux de Dardot et Laval. Et Dardot et Laval, justement, ils insistent là-dessus, cette idée qu'il ne faut pas confondre une ressource libre d'accès et une possession commune. L'exemple, par exemple,
Indiens canadiens est fantastique. Moi, je ne suis pas allé à l'article auquel tu fais référence, mais j'ai le souvenir d'avoir lu quelque chose qui marque bien la différence. Dans une communauté indienne, traditionnellement, il y a une possession commune. C'est par exemple l'extraordinaire contresens qui est fait au sujet des troupeaux de bisons. Pour les Indiens des plaines, les troupeaux de bisons, c'est pas une ressource libre d'accès, c'est une possession commune. Parce qu'il y a tout un code qui régit la manière de les chasser. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et tandis que nous, occidentaux, avec nos gros sabots, on a dit, mais il n'y a aucun droit de propriété. En conséquence, on considère que c'est une ressource libre d'accès. L'histoire là, des trappeurs, enfin, des trappeurs indiens canadiens, elle est fantastique parce qu'il y a une possession commune de la terre, ce qui fait que chacun peut chasser sur un même territoire en respectant les règles pour se nourrir. Mais à partir du moment où on commence à intervenir le commerce des fourrures, il y a une forme de droit de propriété qui va apparaître. C'est-à-dire qu'il y en a un qui pose sa ligne de piège, personne ne peut empiéter sur ce territoire pour piéger des castors ou d'autres animaux à fourrure. Et ce qu'il y a de fantastique, c'est que tout le raisonnement des économistes, c'est de dire le droit de propriété privée va permettre d'exploiter rationnellement les ressources, mais ce qui s'est passé, c'est au contraire, ça a été une orgie de destruction. Un autre, je vois que deux ou trois problèmes, après je monopolise la parole. Il y a Portalis. Portalis, c'est fantastique parce que c'est lui qui va légitimer le droit de propriété bourgeois et il va balayer tout ce qui est droit communautaire, c'est-à-dire tous les droits qui sont inscrits dans une tradition et qui font jouer une possession commune de la terre. En ce qui concerne la question du vol, je pense à la métaphore malthusienne du canot de sauvetage. Je ne sais pas si tu la connais, cette métaphore. Non, il y a eu un naufrage, un canot de sauvetage, les rescapés sont dans le canot, et puis à côté, il y a des types qui barbotent qui voudraient monter. Et les gars, il a dit, non, si vous montez tous là, le bateau va couler, on va tous mourir. Moyennant quoi, il est légitime que nous, on vous balance des coups de rame sur la tronche pour que vous couliez, que vous nous laissiez survivre. Ça, si on rentre dans la logique de ce genre de discours, et qu'on se met dans le canot, moi, je suis parmi ceux qui barbotent. Et c'est comme ceux qui disent, ouais, mais moi, je vais voler. Et moi, je pense que du moment où je barbote, que je veux sauver ma peau, j'ai le droit de monter, de virer les types qui sont dans le canot de sabotage et de sauver ma peau. Dernier problème, après, tu n'as pas évoqué Rolls. Non, je n'ai pas évoqué Rolls, j'en parle dans le livre. La troisième partie. Non, mais là, je n'arrive pas à en parler parce que c'était pour... Il y a la question de la justification des mérites du marché par rapport à la planification. Il me semble que dans les années 60, il y a des économistes, aussi bien du camp de l'Est, je pense à Kalecki par exemple, que de l'Ouest, qui disaient qu'il y avait une convergence et que le commissaire-priseur du modèle de Valgrasso-Parisien, c'est ni plus ni moins que le Gosselin. C'est tout. Bon. Juste la question de Michel et la question d'Annie, ouais. on va clore sur ça. Alors, la question de Michel, elle est très simplificatrice et très simplette. Moi, je trouve cet exposé très intéressant et très érudit. Moi, je suis sous une somme d'informations qui m'écrase. Je trouve qu'il flirte en permanence avec un autre concept. Je n'ai pas entendu le mot une fois, c'est le libéralisme. Donc, est-ce que je fais un contresens absolu ou pourquoi le mot libéralisme, la grande liberté, et vous me passez le tout, n'est pas abordé? C'est une question complémentaire. Annie. Merci beaucoup, c'est très intéressant. La schizophrénie entre le consommateur et le citoyen, très intéressant, très pertinent. Ça reprend l'idée de Rousseau, j'ai comme homme un intérêt différent voilà, de celui que j'ai comme citoyen. Sauf qu'effectivement, Rousseau parlait de l'intérêt du propriétaire, probablement. C'est très intéressant, très pertinent
de l'adapter aux consommateurs, parce que je pense qu'en tant qu'individu dans une société individualiste, on est consommateur. Et je pense que du coup, c'est dramatique parce que l'intérêt du consommateur devient terriblement prépondérant. Quand on parle de citoyen, on fait la morale et ça ne porte pas, on n'y arrive pas. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, tu parles de perdants du marché. Et comment ça se fait? Parce que quand on regarde Adam Smith ou tous les autres, il n'y a pas de perdants du marché. Donc, d'où vient le fait qu'il y ait des perdants? C'est pas la même chose que d'être consommateur, parce que là, on serait gagnant, hein, apparemment. Mais enfin, c'est deux questions. Ouais, tout à fait. C'est à la fois des questions très larges, vous ne pouvez pas pouvoir y répondre et qui sont parfaitement. Voilà, donc j'en traite un peu dans les différents livres, mais alors, oui, sur Grotius et sur Locke, en fait, alors, en effet, il y a un champ, c'est aussi un champ de bataille d'interprétation. Il y a notamment un livre de Jean-Fabien Spitz là, qui est sorti qui vient de sortir sur Grotius, mais il y a en effet alors cette question du bien au libre accès, alors, en effet auquel on a assimilé les biens communs. Alors oui, c'est réducteur et surtout c'est trompeur. Ça, là, je suis d'accord, mais il y a des grands débats en fait, même à la période médiévale, sur qu'est-ce que Dieu a fait, parce que tu parlais de ça, qu'est-ce que Dieu a fait quand il a tout donné aux hommes? Est-ce qu'il leur a donné une communauté négative, au sens de Pufendorf, voire en partie de Grotius, c'est-à-dire, il a dit tout est à tous, au sens où rien n'est à personne, et chacun peut s'approprier par des démarches individuelles et dans des logiques d'intérêt individuel, ou est-ce que, ça c'est la thèse de Pufendorf, ou est-ce qu'il s'agit d'une communauté positive? Alors si c'est une communauté positive, là aussi il y a deux versions. Il y a la version communauté positive qui est un peu défendue par Grotius quand il parle du droit de nécessité et par Locke dans sa justification du droit de propriété, quand il dit en fait chacun individuellement garde un droit à la part des ressources naturelles nécessaires à sa subsistance. Donc l'accaparement privatif ne peut pas avoir pour effet de détruire cette communauté originaire qui assure à chacun l'accès à la part nécessaire à sa subsistance. Et puis il y a une autre version, donc une communauté positive, parce que chacun a un vrai droit c'est pas les res nobius, chacun a un vrai droit sur la partie des ressources. Et puis il y a une autre communauté positive, c'est l'idée que l'humanité serait collectivement propriétaire. Alors là, ça pose plein de problèmes, c'est pour ça que Locke lui-même critique ce. Il dit, en fait, je peux pas demander aux autres, avant de m'accaparer quelque chose, mettons que je sois mini, je peux pas demander aux autres êtres humains s'ils sont d'accord. Donc il faut que je trouve des bonnes raisons morales de justifier l'accaparement individuel sans avoir besoin de solliciter les autres. Or, moi j'irais un peu plus justement dans cette direction-là, surtout dans la période qui est la nôtre, où on sent bien qu'on est tous affectés par l'usage que les autres font des ressources naturelles, mais je ne parle pas de communauté des biens, je parle de copossession du monde un peu justement dans le sens que tu indiquais, c'est-à-dire au fond le fait que nous sommes tous des usagers de la Terre. Et que par conséquent, il ne peut y avoir aucun droit ne peut être défini qui ne prenne pas en compte les droits des usagers de la Terre. Et ce qui ne peut se faire que par le fait d'accepter la copossession et par des méthodes démocratiques, en réhabilitant aussi le citoyen au-delà ou à côté du consommateur. Et donc ça me semble être un point important. Et comme tu le disais tout à l'heure, bon, quand on affirme le droit de la communauté à réguler, pour que le droit de l'un n'empêche pas que les autres jouissent de certains de leurs droits aussi, eh ben on affirme une forme de copossession. Et en effet, c'est ça qui est important. La copossession, c'est l'affirmation du pouvoir que le politique a de définir la délimitation des droits individuels sur les ressources. Et ça, encore une fois, je pense qu'on l'a abandonné. Donc très largement, en fait, je rejoins tout ce que tu dis, y compris sur la chasse au castor, sur la façon qu'on a eu en fait de projeter nos cadres théoriques sur les gens qu'on est allé déposséder, parce qu'on sait ça, enfin, de dire que chez les Amérindiens, il y avait des logiques de propriété. Il y a un très bon livre d'Anuta Libersky-Banyud là qui est sorti cette année.
et qui porte justement en partie sur l'existence ou non des droits de propriété chez les peuples de la Volta, qui son domaine d'étude, elle dit ça n'existe pas. Il n'y a pas de droit de propriété. La notion même de droit. Donc dire que ça existe, c'est déjà imposer des cadres d'analyse qui sont étrangers à ces peuples-là. Donc en effet, là aussi, il y a eu pendant la colonisation de l'Amérique, du Nord en particulier, il y a eu des effets de torsion. Et d'ailleurs, même des incompréhensions, parce que parfois les colons se disaient ben, on a acheté ce terrain, on leur a donné des bijoux, etc. Oui, et puis on a signé un contrat, et puis ben, les voilà arrivés le lendemain, ils reviennent chasser. En fait, il y avait des incompréhensions radicales. On pensait qu'on avait contracté autour de la propriété, mais ce n'est pas ça qui s'était passé. Juste deux petites remarques. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Obama a accordé le droit de propriété sur les astéroïdes. Ouais. Oui, je sais, il y a la propriété de la Lune, des astéroïdes. Ressources libres. Oui, c'est la nouvelle frontière de la propriété. Deuxième remarque, tu as évoqué à juste titre la colonisation. Il y a tout un discours libéral, économiciste, qui consiste à dire, mais les indigènes, ils sous-utilisent les ressources. Donc, il est légitime que nous, qui sommes beaucoup plus performants, nous les chassions. Il y a ça chez Locke. Elle se trouve chez Locke, chez le mort, en Utopie, chez Locke. Tout à fait. Et je réponds très rapidement sur le libéralisme. Oui, je suis d'accord. J'ai commencé mon intro en disant que ce qui m'intéressait, c'était les contradictions internes au libéralisme. On pourrait dire que finalement, c'est plus marxiste que je prétends. Mais je préfère parler de néolibéralisme parce que le libéralisme renvoie aussi au libéralisme politique. Et je pense que autour de cette table, nous serions assez nombreux à être d'accord avec certains aspects du projet libéral au sens de la garantie des conditions d'émancipation pour tous. Mais en effet, dans sa version libéralisme économique, elle est pas. Et dans la version récente qui a été la sienne à partir du colloque Lippmann, avec l'idée que de penser que la fonction de l'État comme subordonné, à travers sa capacité par le droit à faire prévaloir les logiques de marché et de concurrence libre, etc., pour que les marchés fonctionnent bien et pour assurer leur stabilité sur le long terme. C'est ça qui me semble problématique et qui n'y avait pas forcément dans le libéralisme économique classique, qu'il y a dans le néolibéralisme, c'est-à-dire non pas seulement du minarchisme, c'est moins d'État social, mais un État qui se limite à garantir des règles qui assurent l'existence des marchés. C'est la construction de la règle qui est différente. C'est la construction de la règle. Ouais. Mais c'est la construction de la règle. Pardon. Non, je ne veux pas te couper. D'autant plus que je suis obligé de partir, donc je ne peux pas débattre. Mais c'est bien parce que les deux choses s'imbriquent l'une dans l'autre qu'il m'apparaît urgent, nécessaire, toujours par rapport au thème de ces journées, de voir comment on les sort l'une de l'autre, et pas de renforcer elle s'imbrique, c'est très évident, parce que pour moi, le problème, c'est cette suprématie absolue, au point où il n'y a plus rien en face du libéralisme au sens politique. Oui, d'accord. Et Ali, oui, je suis d'accord avec tout ce que tu dis et ça me donne des perspectives. En effet, il y a des choses que j'ai développées dans ce que tu dis et puis il y a des perspectives aussi c'est passionnant. C'est pas fini dans ton travail. Non, mais j'ai pas fini. C'est passionnant. Non, mais je pense que de partir des contradictions du libéralisme pour montrer comment il y a une rupture avec le néolibéralisme et de dire comment on peut faire une critique de ça et pour nous avancer, je trouve que c'est très fin. Et, enfin, bon, on en reparlera, mais moi j'ai trouvé aussi qu'il y a quand même des arguments chez Foucault, même s'il n'est pas marxiste, importants. Dans son